Salut! La conférence que tu vas écouter s'inscrit dans le cadre de notre dispositif Euro 2024. Elle a été enregistrée la semaine dernière en direct de la Cité Fertile qui nous a sollicité pour diffuser les matchs et organiser des petites animations. Bien que le son ait été retravaillé, veuillez nous excuser par avance pour la qualité, qui est évidemment pâtie du fait que c'est été capté en direct et que les réglages sont évidemment beaucoup plus compliqués. Néanmoins, si vous souhaitez assister à l'une de ces conférences, nous serons en direct pour les huitièmes, les quarts, les demi et les finales de l'Euro, en direct encore une fois de la Cité Fertile avec divers intervenants, toujours aussi intéressants. Très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est de retour à la Cité Fertile. L'équipe d'11e art continue à animer un peu la Cité Fertile. On vous propose, comme d'habitude, des petites conférences. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez sympathique, la décarbonation des stades. Pour en parler, je suis accompagné de quelqu'un que vous voyez à côté de moi. Il est copilote justement d'un rapport qui a étudié un petit peu tout ça, un rapport qui a été émis par le Shift Project. Je vous présente Alan Lemoine. Comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation. C'est cool en tout cas de t'avoir avec nous. Nous, on a un peu l'habitude, au-delà du sujet de la décarbonation des stades qui va commencer, on va parler un petit peu de toi déjà, parce que je crois que tu as un petit passé aussi avec le monde professionnel dans le sport. Oui, exactement. Alors en fait, moi, avant d'arriver au Shift et de travailler sur le changement climatique et l'énergie dans le sport, en fait, j'étais sportif de haut niveau en voile. J'ai fait ça pendant, en gros, de mes 16 à mes 21 ans au Pôle France à Brest. Donc sur un support qui s'appelle la l'IQ-FOL, donc c'est la planche à voile olympique. C'est le support en fait qu'on va avoir cet été là au JO à Marseille. Et donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et en 2021, alors en fait le déclencheur c'est un problème de santé. Et en fait suite à un problème de santé, j'ai arrêté ma carrière et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser énormément au sujet. Et quand j'ai eu l'occasion de reprendre, je me suis dit non, en fait, c'est trop important. Il faut absolument que je creuse le truc et que j'en fasse mon métier parce que non seulement ça me passionnait, mais en plus, je voyais que c'était un sujet indispensable. Et du coup, j'ai arrêté le sport de haut niveau. Pas le sport, mais le sport de haut niveau. Et donc voilà, je me suis lancé à fond là-dedans. Du coup, tu n'as pas toujours eu une conscience écologique aussi prononcée ? Alors, au fond de moi, un peu, mais j'étais, je pense, comme beaucoup de personnes dans le déni. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des compétitions internationales. Je prenais l'avion de temps en temps pour aller dans soit des stages, soit des compétitions, même si j'avais un début de conscience, donc je faisais quand même attention. Mais voilà, c'était quand même un modèle qui n'était pas compatible avec les sujets dont on va discuter. Et donc en fait, quand j'étais dans cette carrière-là, j'étais dans un déni, je refusais de voir la vérité. Et quand j'ai dû m'arrêter, en fait, ça a été un peu comme un révélateur. Je me dis non, mais c'est pas possible en fait. Du coup, à un moment, il y a une transition qui va se faire vers le Shift Project. C'est pour ça qu'on te reçoit aussi. Comment ça s'est passé un petit peu ces débuts pour travailler dans ce projet-là ? Alors en fait, du coup, donc quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai rejoint donc une association qui s'appelle les Shifters. Et les Shifters, en fait, c'est l'association sœur du Shift Project qui vient en soutien des travaux du Shift. Donc le Shift, c'est composé exclusivement de professionnels, des personnes salariées, etc., et dont les membres sont des entreprises. Les Shifters, les membres sont exclusivement des personnes physiques, des bénévoles, et donc en fait c'est un peu la branche, on va dire, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé et un peu la branche militante, quoi, on va dire, qui est plus au quotidien sur le terrain, etc. Et donc j'ai rejoint cet asso-là. Et à l'époque, tu n'avais aucun groupe qui s'occupait des sujets liés au sport. Et donc, j'ai fondé le Cercle thématique sport, qui est un groupe qui est dédié à ces sujets-là, qui fait le lien entre le changement climatique, le sport, les sujets énergétiques. Et ça s'est lancé comme ça. Et typiquement, avant qu'on rentre justement dans l'aspect sport, est-ce que tu peux nous justement expliquer peut-être aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est le Shift Project ? Donc, le Shift Project, c'est un think tank, un groupe de pensée en bon français, qui s'est donné pour mission d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition écologique. Comment il éclaire, comment il influence ? Il produit des rapports, des PDF, comme on a coutume des fois de le dire. De beaux PDF. Exactement, de beaux PDF avec des beaux graphiques. Et donc, ces PDF, une fois qu'on les produit, on les porte, on fait des interventions comme ce que je fais aujourd'hui, et ça nous permet du coup de transmettre des messages. Comment on construit les rapports ? On regroupe, on forme des groupes de travail. Les groupes de travail, en fait, c'est des personnes qui font partie inhérente du secteur qui nous intéresse. Donc là,
pour ce qu'on va discuter, c'est le sport, mais on travaille également sur la culture, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la mobilité, etc. Enfin, il y a plein de secteurs qui sont abordés par le Shift. Et donc, une fois qu'on a construit ces groupes de travail-là, on les fait réfléchir, on les fait travailler sur nos sujets. Nous, au Shift, on s'occupe un peu de la partie très technique. Et ensuite, par un processus d'interaction constante, on arrive à construire un projet qui est cohérent par rapport à ce que les acteurs se font comme idée, faire le lien entre nous, notre compétence sur les sujets énergie-climat, et eux, leur connaissance du secteur. Et c'est ça, en fait, qui permet d'avoir un projet cohérent à la fin. Et c'est juste, je peux terminer sur le Shift. En fait, notre prisme, nous, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. En fait, la double contrainte carbone, c'est d'un côté les risques associés au changement climatique. Donc, en gros, augmentation des températures, conséquences, catastrophes naturelles en augmentation par leur fréquence et leur intensité, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas toutes les faire. Et de l'autre côté, la deuxième contrainte carbone, c'est en fait la déplétion globale des énergies fossiles, c'est-à-dire en fait la raréfaction des ressources qui se caractérise par des contraintes d'approvisionnement et une inflation globale sur les denrées. C'est ce qu'on a vu pendant la crise énergétique avec la guerre russo-ukrainienne. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce genre de crises vont être amenées à se répéter en ampleur et en intensité. Et pour financer tout ça, tous ces projets, etc., comment vous agissez? Vous avez des partenaires? Comment ça se passe? En gros, exactement, c'est ça. On a des financeurs de projets, donc des mécènes, qui viennent financer directement des projets. Donc, en fait, c'est nous, au Shift, on a une idée, on veut faire un truc sur un sujet. Donc, imaginons le sport, enfin les stades. On va voir des mécènes et on leur dit est-ce que ça vous intéresse de financer ce projet-là? Le deal, c'est qu'eux, ils peuvent communiquer comme ils veulent sur le fait qu'ils sont partenaires du projet, que ils se font partie prenante, ils font partie, pourquoi pas, du groupe de travail, etc. Et en échange, ils s'engagent à n'avoir aucun mot à dire sur le contenu. On est totalement libre de ce qu'on produit. Donc voilà, c'est vraiment ça qui nous permet de porter les rapports et de les construire aussi. Sans les financeurs, on ne pourrait pas le faire. Oui, bien sûr, et surtout aussi grâce aux bénévoles qui acceptent de donner justement leur avis sur ces sujets techniques. On va rentrer dans le sujet du sport, on est là pour ça. Est-ce que déjà, plus globalement, le Shift Project, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dans le sport? Alors non, en fait, donc le projet qu'on a mené sur les stades, de son petit nom, donc Décarbonons les stades, en fait, c'est la première brique d'un projet ensemblier sur le sport qui va être construit au fur et à mesure des années, jusqu'à 2026-2027 à peu près. Et donc, en fait, cette brique, c'est la première pierre à l'édifice d'un projet beaucoup plus long. Donc voilà, en fait, il n'y a pas d'autres projets sur ça, c'est juste le début en fait. On va rentrer justement dans le thème de notre conférence. Décarbonons les stades, c'est un projet qui a débuté en mai 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Alors en fait, du coup, quand nous, on a lancé ce projet sport, un des premiers constats qu'on a fait, c'est que le sport, c'est extrêmement hétérogène. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui prend sa paire de chaussures et va courir le dimanche avec un pilote de Formule 1 ou un club professionnel de foot. Ni même, je sais pas, monsieur et madame Michel qui vont au ski tous les hivers, quoi. Et donc, il nous fallait réfléchir à comment on faisait pour aborder le secteur, quelque chose, une nouvelle compétence, etc. Il fallait construire un groupe de travail, il fallait initier tout un tas de choses. Le Shift n'avait... du coup, moi, j'ai apporté ma connaissance en tant qu'ex-sportif de haut niveau, mais le Shift n'avait pas de compétences en interne sur les stades sportifs. Donc, il y avait tout ce travail-là à faire. Et donc, on s'est dit, commençons par une partie du secteur qui est très visible, une partie du secteur où il y a déjà beaucoup d'acteurs qui ont commencé à réfléchir sur les sujets depuis un certain nombre d'années et qui sont motivés pour la plupart à bosser là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, commençons par le foot et le rugby professionnel. Donc, en fait, c'est les sports dans les stades, quoi, ce qu'on a appelé les stades. Et donc, la première pierre, c'était vraiment toute la partie professionnelle, donc Ligue Pro, donc Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, que ce soit au niveau national, comme je viens de le dire, mais aussi au niveau international, donc Champions League, Champions Cup, et un peu également les grands événements comme comme ce qu'on a en ce moment avec la Coupe d'Europe. Justement, pour les gens qui nous écoutent, il y a 2 rapports qui sont sortis au moment où on parle, 2 rapports intermédiaires qui ont été enrichis entre mars et juillet. C'est qui les gens derrière tout ça? Il y a toi, mais c'est quoi l'équipe? Ça représente quoi? Alors, en effet, donc on a eu 2 rapports. Un premier rapport qui a été publié en mars, qui là avait vocation
à déjà communiquer sur les premiers éléments qu'on avait réussi à constituer, donc que sur le scope professionnel. Et en fait, on avait fait une étude sur différents types de stades en fonction d'un critère qui était la capacité. Donc, on regardait en gros les émissions de gaz à effet de serre, les dépenses aux énergies fossiles pour des très grands stades, pour des stades moyens, on appelait ça des stades intermédiaires, et des stades plus modestes. Et en fait, le constat qu'on en a tiré, c'est que c'est pas tant la capacité qui était déterminante, c'était le type de match. Donc en fait, quand on passait d'un match national à international européen et encore international non européen, donc avec des plus longues distances. Et donc on s'est dit pour le rapport final, il faut qu'on réfléchisse à faire autrement. Déjà pour le rapport final, pour le rapport intermédiaire qu'on vient de publier, donc celui qu'on a publié là le 2 juillet, donc c'était il y a une semaine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà quantifié toutes les émissions associées aux manifestations sportives professionnelles foot et rugby en France. Donc vraiment tout compris, donc le foot et le rugby en fait, tout simplement, pro. Et on a rajouté à ça les rencontres d'équipe de France. Donc voilà, quand on voit Antoine Dupont ou Kylian Mbappé jouer au Stade de France, on les a compris dans notre calcul. Typiquement, parce qu'on a commencé à parler justement de cette méthodologie, comment vous récoltez autant d'infos? Qui vous fournit justement cette donnée-là? Alors en fait, ça va être, c'est grâce à tous les acteurs du secteur qui font partie prenante, qui sont des institutions, qui sont des clubs, qui sont des personnes physiques. On parle de qui? De la Ligue de football professionnel? Exactement. Très concrètement, c'est ça. Ok, d'accord. Ça va être la LFP, donc Ligue de football pro, ça va être la Fédération française de foot, la Fédération française de rugby, ça va être des clubs professionnels, donc des très grands clubs. Ça va être également des collectivités. Ça, faut pas l'oublier parce qu'en fait, en France, il faut savoir que les stades, ils sont possédés à 98,9% par des collectivités. Et donc voilà, donc elles font partie prenante. Ça va être des dirigeants. Enfin, il y a vraiment, finalement, c'est tous les acteurs qui sont concernés, des sportifs de haut niveau également. Et donc nous, une fois qu'on interagit avec ces acteurs-là, on les consulte. On récolte les données qu'ils ont à disposition. Nous, ce qui s'intéresse, en fait, c'est les flux physiques. Les flux physiques, en fait, c'est les flux de matière et d'énergie. Et une fois qu'on a ces flux-là, on les identifie et ensuite on les quantifie. Et une fois qu'on les quantifie, donc concrètement, ça veut dire en gros les tonnes de trucs transportés, ça va être les kilomètres parcourus par les spectateurs, ça va être les kilowattheures d'énergie consommés dans le stade. Donc c'est ça les flux physiques. Et une fois qu'on les quantifie, on y associe des facteurs d'émission, c'est-à-dire en gros une empreinte carbone pour un flux donné. Et ça, c'est la somme de ces empreintes qui nous permet à la fin d'avoir l'empreinte globale du secteur. Et eux, ils ne sont pas réticents à donner ce type d'informations? Non, pas du tout. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement positif. Sur le rapport qu'on a publié là, le 2 juillet, on a quand même les 4 plus gros acteurs français, fédéraux et de ligue professionnelle qui ont apposé leur nom sur le rapport. Donc, c'est en gros la Ligue Pro de foot, de rugby et la Fédé de rugby et de foot. De la Fédération de rugby et de football. Et ça, c'est quand même un message super puissant. Ouais, il y a encore de l'espoir. Il y a carrément de l'espoir même. Et ça montre en fait que des acteurs aussi puissants dans le secteur sportif que ceux-ci s'intéressent de près à cette question-là et ils ont bien compris que de toute façon, ils pourront pas s'extraire de ces problématiques-là. Et typiquement, donc vous récoltez la donnée auprès de ces acteurs. C'est quoi votre approche méthodologique pour justement arriver à vos conclusions? Les conclusions, on les évoquera un petit peu après, mais comment vous avez bossé concrètement? Donc en gros, on quantifie les flux, on y associe des facteurs d'émission, on fait l'empreinte globale. Une fois qu'on a fait ça, on interagit avec eux, on démarre un processus itératif, c'est-à-dire qu'on leur dit bon voilà, nous on a modélisé ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cohérent avec l'image que vous faites du secteur? Est-ce que c'est cohérent également avec vous avez déjà fait des bilans carbone, etc. Donc est-ce que vous retrouvez des ordres de grandeur qui sont similaires? Oui, non, machin, on modifie. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait la partie empreinte. Ensuite, il faut savoir on construit les leviers de décarbonation. Donc, très concrètement, une fois qu'on a fait le bilan, comment on fait pour décarboner? Et là, c'est aussi un vrai travail itératif à mener parce que les leviers qu'on construit, les leviers qu'on va identifier et quantifier, il faut qu'ils puissent répondre aux problématiques et aux spécificités du secteur. Si on applique les leviers que le Shift a menés pour la mobilité quotidienne aux spectateurs dans les stades, on va se retrouver hors sujet sur tout un tas de choses. Très concrètes. Par exemple, dans la partie mobilité sur le rapport du Shift qui s'occupe de ça, dans mobilité quotidienne, on mise beaucoup sur le report modal vers la mobilité douce, donc le vélo, etc.,
Pour les stades, on a des problématiques qui sont que les matchs sont tard le soir, par exemple. Donc, rentrer en vélo à minuit, ça va être compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc, en fait, il faut prendre en compte ces spécificités à chaque fois. Mais par rapport à ces conclusions-là, vous demandez aux acteurs si c'est possible, envisageable ou pas, ou c'est vraiment, une fois que vous avez la donnée, vous allez dire, OK, en fait, nous, on considère que c'est ça les solutions, mais vous n'allez pas faire de comparable auprès d'eux? En fait, nous, on va regarder ce qui est physiquement possible. D'accord. C'est-à-dire, une fois qu'on a inclus toutes les variables, toutes les projections que le shift a fait et d'autres acteurs, on va dire, voilà, c'est physiquement possible de le faire. Par contre, il faut prendre en compte les spécificités du secteur parce que sinon, on va se planter. On va se heurter à des murs et en fait, ce qu'on va produire va être hors sujet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail d'interaction sur comment on fait pour que ça soit cohérent avec la façon dont le secteur est constitué et interagit avec le reste de la société. Justement, on va rentrer dans ce qu'il y a dans le rapport. Il y a un chiffre qui est marquant. 69% des émissions de gaz à effet de serre d'un stade de foot ou de rugby professionnel vient du transport des spectateurs. Déjà, on va peut-être définir qu'est-ce qu'il y a dans le transport des spectateurs. Alors, en effet, donc 70% en moyenne. Pour les matchs internationaux, c'est plus 80% avec une forte hétérogénéité, beaucoup de variantes en fait en fonction du type de match. Et pour les matchs nationaux, c'est plus autour de 65%. Alors, par contre, j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi déjà ? La question, c'est déjà savoir pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on considère dans le transport des spectateurs exactement. Alors, en fait, du coup, ça va être deux grands types d'acteurs. En tout cas, nous, on l'a construit comme ça. Ça va être des spectateurs locaux. Donc, en gros, on est sur un PSG Marseille, et ça va être les supporters parisiens qui vont aller au Parc des Princes pour les supporter l'équipe du PSG. Et ça va être les spectateurs visiteurs extérieurs, non locaux, qui eux donc vont être, pour notre exemple, les supporters de Marseille. Quand on est sur des matchs internationaux, les parts modales, les kilomètres parcours, etc., il y a plein de choses qui changent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des catégories pour vraiment déterminer à chaque fois quelles sont les problématiques. Et surtout qu'il y a un truc que tu viens de dire, c'est que qui donne un chiffre aussi assez intéressant, c'est que donc on a les spectateurs locaux, les spectateurs extérieurs. Les spectateurs extérieurs représentent 2% de la totalité des spectateurs, et pourtant ils représentent 76% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. C'est ça. Alors ça, c'était un chiffre qu'on avait donné pour les matchs internationaux, où en fait seulement, tu l'as dit, seulement 2% des spectateurs étaient responsables des 3/4 des émissions. Pour les matchs nationaux, donc de Ligue 1 par exemple, c'est environ 5% pour la moitié. Donc il y a quand même un ratio qui est très important, mais quand on passe sur l'international, c'est encore plus flagrant. C'est gigantesque. Et du coup, quand on sait qu'on parle du plus gros pôle et qu'en réalité, du coup, les spectateurs extérieurs représentent autant, c'est quoi la projection derrière ? C'est se dire comment on peut limiter en fait, cet aspect-là, parce que des mecs qui viennent de Paris pour aller au Vélodrome, par exemple, c'est compliqué de les empêcher de le faire. C'est quoi les pistes justement pour limiter un peu ça ? Alors, avant d'expliquer les pistes, un point important, c'est d'expliquer les causes. Et en fait, il y en a en gros deux grandes sortes. Ça va être les distances parcourues qui sont beaucoup plus importantes que pour les spectateurs locaux, on s'en doute. Et deux, les parts modales qui évoluent vers des parts modales plus carbonées, c'est-à-dire la part de la voiture reste à peu près stable, on est autour de 75% pour les matchs nationaux par exemple, que ce soit pour les locaux ou extérieurs. Par contre, la part de l'avion va augmenter, et quand on est sur l'international, là la part de l'avion va augmenter franchement. Donc en fait c'est ça, et l'avion est un mode de transport qui est très carboné, contrairement au bus ou au train, au car pardon, et au train. Et donc voilà. Donc ensuite pour les pistes qu'on a abordées, donc nous on a regardé de près. Une fois qu'on a fait le constat, comment on fait pour décarboner les spectateurs visiteurs et les spectateurs locaux ? Et là, en fait, on peut agir sur, en gros, trois leviers. Ça va être les distances, les parts modales et l'intensité carbone par une distance. Donc ça, en fait, ça va être l'électrification des véhicules, ça va être le covoiturage, etc. Les parts modales, c'est passer d'un mode de transport à un autre. Et les distances parcourues, ça va réduire la distance. Et donc, c'est trois leviers principaux. Et après, on a proposé des solutions pour à chaque fois chaque levier. Justement, vous avez évoqué par rapport à tout l'aspect de transport des spectateurs différents scénarios. Il y en a 3. Il y a une variante qui s'appelle drop et une variante qui s'appelle but. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différentes variantes ? Alors, avant d'aborder ça, je pense qu'il y a un petit point de contexte qui est intéressant de rappeler. C'est qu'en fait,
quand vous voulez décarboner une activité, vous avez 3 grandes manières de faire. Vous pouvez faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour un usage donné, vous consommez moins d'énergie. Par exemple, ça va être le covoiturage. Seconde manière de faire, ça va être de compter sur le progrès technologique et son déploiement. Parce que c'est pas tout que la technologie existe, il faut qu'ensuite qu'elle puisse se développer massivement. Sinon, ça ne sert à rien. Si ça coûte trop cher et qu'il y a juste 2 personnes dans le monde qui peuvent l'avoir, bon, pas intérêt. Donc là, ça va être l'électrification de la flotte de véhicules, ça va être les SAF, donc les Sustainable Aviation Fuel pour l'aérien, l'hydrogène, etc. Troisième manière de faire, vous avez la sobriété couplée à de la réorganisation. Donc là, en fait, ça veut dire que vous renoncez à consommer ou à faire quelque chose. C'est le renoncement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé 2 principaux scénarios, donc le scénario but et le scénario drop. Et dans le scénario drop, on a fait l'hypothèse qu'on allait réussir à déployer massivement des technologies de décarbonation comme l'hydrogène, comme les SAF, donc Sustainable Aviation Fuel, l'électrification des véhicules, etc. Seulement, ce qu'on dit, c'est que dans ce scénario-là, ok, on arrive à l'objectif de décarbonation, mais c'est un pari extrêmement risqué parce que les technologies ne sont pas encore au point, l'hydrogène par exemple, on n'est pas du tout sûr qu'on va réussir à les déployer à temps, et surtout, ça pose d'énormes questions en termes de conflits d'usage. Par exemple, pour les SAF, donc les carburants durables en fait, pour l'aérien, il faut de la biomasse, et cette biomasse, on en a besoin pour produire des terres agricoles, les terres agricoles qui servent à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, à la biodiversité avec les forêts, etc. Donc il y a un conflit d'usage, on a des terres limitées, il faut faire des choix. Et donc, étant donné tout ça, on dit c'est risqué de tout miser nos jetons là-dessus. Regardons ce qui se passe sous un autre scénario. Un scénario quand même optimiste, hein, franchement, on n'est pas non plus sur quelque chose de complètement aberrant. On suit en fait des trajectoires, plutôt ce que les secteurs suivent comme trajectoire actuellement, c'est-à-dire une décarbonation mais plutôt modérée. Et dans ce scénario-là, donc le but c'est pour bon usage de la technologie, drop c'était pour développement rapide et optimiste de la technologie. Et donc dans le scénario but, en fait, on arrive à une décarbonation du secteur qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on active beaucoup plus franchement le levier de sobriété. On a fait l'hypothèse que l'efficacité énergétique et le levier technologique étaient modérés, ils ne se déployaient pas comme on l'aurait voulu. Donc, il faut qu'on active plus sur la sobriété. Et là, sur la sobriété, dans les transports, il y a 3 grandes manières de faire. Je m'embrouille. Pour la sobriété dans les transports, ce qui est clé, c'est réduire les distances. Et pour réduire les distances, il faut soit baisser les distances parcourues par les supporters, soit réduire les distances entre les équipes, soit réduire le nombre d'équipes. C'est les 3 grandes manières de faire. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que une manière qui nous paraissait pas complètement incohérente, c'est de dire on aura moins de rencontres dans l'année internationale, parce que c'est là où on a les plus grandes distances. Regardons ce qui se passe dans ce scénario-là. Et donc, c'est ce qu'on a modélisé dans le cadre de ce rapport. Typiquement, c'est la variante but 2 qui conduit à ce scénario-là. Diminution du nombre de rencontres internationales. Nos suiveurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un scénario qui nous parle, hein, parce que celui qui suit le foot aujourd'hui est constamment un peu saturé par le nombre de rencontres à laquelle on peut assister. Et en plus, vous dites dans le rapport, c'est que l'impact serait de moins 83% des émissions des manifestations sportives. Si on peut un peu rentrer dans le détail de ces moins 83%, j'ai vu ta question, Tom, je t'intercepte après. Comment en fait on baisse de 83% les émissions concrètement? Alors, du coup, donc déjà, je tiens à dire que moins 83%, en fait, c'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, qui est l'objectif français qui est en fait en lien avec l'objectif climatique de l'accord de Paris sur le climat. En fait, c'est l'équivalent dans la loi française. Et donc, ce chiffre-là de moins 83%, il est au global en France, mais pour le secteur sportif, en fait, il est plus important. Il n'est pas de moins 83, il est plutôt de moins 86,7, parce que le transport est notre première problématique. Et dans la SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone, le transport doit se décarboner plus que d'autres secteurs. Donc, nous, il faut qu'on rééquilibre un peu nos modèles.
Ça, on s'est rendu compte sur le tard que justement, on n'était pas complètement en cohérence avec les objectifs français. Mais on pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait pour réduire de moins 83%? Eh bien là, il faut décarboner tous les postes. Donc le transport, l'énergie, les immobilisations, l'alimentation, il y a vraiment tout qui y passe. Mais forcément, comme tu l'as dit, 70% de l'empreinte, c'est les transports. C'est là où on a le plus gros effort à faire. Est-ce que tu veux que je détaille On peut le détailler, hein. Je vais juste rappeler aux gens qui n'ont pas lu le rapport. En gros, dans les 3 gros pôles, on a la distance parcourue, on va avoir la répartition mode de transport, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, et l'intensité carbone des déplacements. Pour ce scénario-là, on évoque 20% de la distance parcourue, donc moins de rencontres internationales, mais aussi une diminution de la part des spectateurs extérieurs. Tu vois déjà un peu comprendre comment on diminue cette part-là? Alors, en gros, nous, ce qu'on a fait comme hypothèse, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est de réduire le nombre de rencontres internationales. On divise par 4 dans notre modèle le nombre de rencontres non européennes. Okay. Donc, en gros, les France-Nouvelle-Zélande ou France-Australie, ça, on les divise par 4. Et par contre, on garde un chiffre à peu près constant pour les rencontres européennes. On les diminue de 10%, mais on a fait le choix de dire... on a fait le choix de garder un nombre assez important de rencontres européennes, parce qu'on pense que il faut quand même garder ce côté rencontre entre pays ou entre clubs de nations européennes. On pense que c'est important. Et donc, on a plus tapé, si je peux dire, sur les rencontres vraiment de très longue distance. Non, parce que je me faisais la réflexion et on en parlait un petit peu en off. On est dans une ère où, typiquement, si on parle du foot, on a une Coupe du Monde des clubs qui est une nouvelle formule qui va arriver. On a un nouveau format de la Ligue des Champions avec plus de rencontres. Là, ce que le rapport dit, c'est finalement tout l'inverse. Comment on agit? Alors, c'est vrai qu'actuellement, la tendance, elle est pas dans le bon sens. Ce qui est sûr, c'est que continuer à augmenter le nombre de championnats et ou d'équipes par championnat, ça va pas dans le sens... en tout cas, ça va franchement compliquer la tâche pour décarboner. Moi, à titre personnel, je pense que c'est pas possible en continuant à augmenter comme ça, sur cette tendance-là. Et quand on écoute ce que disent les joueurs, en fait, ils nous rejoignent totalement, quoi. Vous écoutez les joueurs de rugby ou les joueurs de football, ils en peuvent plus d'avoir des compétitions toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et de partir pour des trucs des fois où ils savent même pas c'est quoi le sens de la compétition, parce que voilà, on est quand même sur un modèle qui veut toujours plus de ce côté-là. Mais on n'en voit pas trop des fois le sens. Oui, parce que comme tu dis, hein, on a les acteurs, on a les spectateurs, parce que c'est quand même commun de dire qu'en vrai il y a trop de matchs aujourd'hui. En fait, tu as tout le monde qui est plutôt contre. La raison, du coup, par les chiffres que vous présentez, nous montre aussi qu'il faut avoir une tendance à diminuer le nombre de rencontres, et pourtant c'est le schéma inverse qui est proposé. Bon, après, les joueurs de rugby, ils ont l'air de s'éclater en Argentine. Déjà, dites bonjour à Flo qui vient d'intervenir. Bonjour Flo. Non, mais juste les joueurs de rugby, eux, ils avaient l'air de s'éclater en Argentine. En tout cas, ils sont pas pour faire moins de déplacements en Argentine, les joueurs de rugby français. Alors ça, j'aime pas du tout l'humour. Surtout qu'il était en conférence avec Florian Grill il y a pas longtemps, donc c'est vraiment pas une bonne blague, Flo. Est-ce qu'on peut prendre quelques petites questions, Bilal? Oui, bien sûr. Justement, Tom en avait une. Tom a une petite question. Vas-y, je t'écoute. Oui. Quand on imagine la décarbonisation en mots de base, pas forcément liés à votre projet, etc., on imagine plutôt la compensation des activités déjà en règle. Donc, le truc à la con, c'est de poser plein d'arbres en Afrique, d'en planter, etc. J'ai l'impression, au moins sur le début de la conférence, c'est que le projet est plutôt de diminuer, d'être préventif, plutôt que la compensation. Donc, moi, ce que j'imaginais décarbonisation, alors au début de cette conférence, c'est pour ça qu'on les fait, c'est pour apprendre. Est-ce que dans le projet, au moins plus loin, c'est peut-être discuté plus loin dans la conférence, mais est-ce qu'il y a une possibilité de réfléchir à comment est-ce qu'on compense les activités déjà existantes avec en plus la prévention dont vous parlez? Alors nous, le Shift, on mise pas du tout sur la compensation. En tout cas, ça fait pas pour le sport. Enfin, on le mise pas. En tout cas, sur le côté sport, on l'a pas du tout quantifié. Déjà pour la première raison que ça résout absolument pas la question de la contrainte d'approvisionnement en ressources énergétiques. Planter des arbres, ça va pas nous donner plus de pétrole. Donc, non, bien sûr. donc là-dessus, ou alors faut attendre vraiment 1 million d'années, quoi. Donc je sais pas si on a le temps de faire ça. Oui, mais il y a d'autres. Je donnais les arbres, mais voilà, il y avait d'autres façons. Non, mais actuellement la compensation, c'est principalement par ça, hein, planter des arbres en Amazonie ou en Afrique, en effet. Et en fait,
Alors déjà, il y a plein de questions sur la compensation, ou est-ce que c'est vraiment efficace parce qu'il faut que l'arbre il puisse pousser, qu'il puisse capter le carbone sur toute sa vie. Si la forêt où il est planté, elle prend feu, en fait, ça ne servait à rien. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose où nous, on parie très peu dessus. Ça peut être un moyen à la fin de boucler, si vraiment les derniers pourcentages sont très difficiles à atteindre, ça peut être un moyen. Mais pour ce qui est, nous, de notre analyse des secteurs, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on mise. Et dans le préventif, je finis avant de le passer. On a vu le niveau Pardon. J'ai dit à ton aise. On a vu au niveau concert, etc. Récemment, je prends l'exemple de Coldplay qui, eux, essayent à travers l'inclusion au moins de leur public aussi, avec des plaques. Je ne peux même pas l'expliquer, mais le fait de sauter dans le public, ça te permet de régénérer de l'électricité, de faire participer le public. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire participer justement ce public de foot et de pas évidemment leur dire juste prenez pas l'avion pour venir au match, et de dire aussi une fois que vous êtes sur place, vous pouvez faire du vélo en bas de la tribune pour essayer de générer de l'électricité dans le stade. Alors, c'est minime, mais c'est. Je connais pas exactement le cas. Enfin, j'ai pas regardé de près le cas du concert de Coldplay. Après, en gros, ils avaient des grandes plaques au niveau de la fosse. Et en fait, le fait de sauter pendant qu'ils chantaient, etc., c'était comme faire du vélo pour générer l'électricité à l'aéroport. C'est de sauter et ça générait et ça fait 50%, 56% de diminution pas juste ça évidemment, mais de diminution de carbone. Alors, il faudrait regarder les ordres de grandeur, mais je pense qu'en effet, c'est très minime en termes de production d'élec. Je pense que si tu fais pédaler des spectateurs dans un stade, pareil, ça compensera absolument pas la consommation énergétique. Par exemple, un stade comme le stade de Pierre-Mauroy à Lille, c'est 50 000 kWh. Alors, j'ai plus l'ordre de grandeur en tête sur la consommation électrique d'une famille française, mais c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, il va vraiment falloir pédaler longtemps pour qu'on puisse compenser ça. Et à beaucoup. Donc, pas de moyen d'utiliser le public aujourd'hui. Ah, si, le public, bien sûr. Mais en fait, juste venir en vélo au stade quand on peut, c'est un moyen énorme, en fait. Surtout qu'il y a quand même. Alors, pas tous, il y a quand même un certain nombre de stades qui sont situés dans des zones périurbaines, voire urbaines. Et ces stades-là, ils sont pour la plupart accessibles. Alors, ce n'est pas toujours facile, il faut être clair là-dessus. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Et l'installation de parking de vélos sécurisés, tu me parlais tout à l'heure des solutions qu'on met en place. Je ne vais pas avoir le temps, je pense, de tous les évoquer. Mais pour ce qui est de la mobilité douce, c'est inciter à la mobilité douce. Ça va être, pourquoi pas, réfléchir à des offres préférentielles pour les spectateurs qui choisissent un mode de transport. Par exemple, il y a le marathon du Mont Blanc, il y a pas longtemps, il y a un mois, qui a dit il y a X% de nos places pour le marathon qui sont dédiées aux gens qui viennent en train. Et en fait, si vous voulez pouvoir participer au marathon, il faut présenter un justificatif d'achat de billets de train. Ça, je ne dis pas que c'est une solution miracle, je dis juste que c'est un genre de truc qui va dans le bon sens. Ouais, exactement. Okay. Je crois qu'on a une autre question dans le public. Vous dites que vous avez le soutien des fédérations. Vous dites que vous avez le soutien des fédérations. Mais il semblerait que les compétitions et le nombre de matchs a tendance à augmenter. Le nombre de matchs a tendance à augmenter, ou de compétitions. Du coup, est-ce qu'ils s'impliquent là-dessus? Est-ce qu'ils s'engagent à faire quelque chose, ou est-ce que c'est juste des bonnes paroles? Alors, au niveau français, parce que nous, on a principalement interaction avec les instances françaises, vous avez, alors, ils l'ont fait pas pour des raisons écologiques, mais il y a la Ligue 1 qui est passée de 20 équipes à 18 il n'y a pas longtemps, et la Ligue 2 pareil d'ailleurs. Donc ça, potentiellement, alors il faut le quantifier après, mais je pense, au vu de ce qu'on a fait, ça va dans le bon sens. En fait, là où on augmente le nombre de matchs et le nombre de compétitions, c'est au niveau international. Donc ça va être des acteurs comme la FIFA, l'UEFA, World Rugby, etc., qui vont avoir tendance à augmenter ce nombre de rencontres. Et ça, c'est des acteurs avec qui on a eu peu d'interaction. Pour le moment, on est plus à un échelon national. Ils sont pas réceptifs, ou vous n'avez pas essayé forcément? C'est juste que pour le moment, c'est pas aussi prioritaire. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas à l'avenir, parce que je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Enfin, en tout cas, si on veut porter le message du augmenter le nombre de rencontres, ça va à contresens. Il va falloir qu'on s'attaque à l'international. Mais pour le moment, on a principalement travaillé avec les acteurs nationaux. Et les acteurs nationaux, surtout, nous poussent et nous disent nous, on ne peut rien faire là-dessus. Le fait de passer à alors je ne sais plus c'est combien d'équipes en Champions League à plus 12, je crois qu'ils ont gagné 12 équipes, un truc comme ça. 4 de plus ? Ok, donc 4 de plus et plus de matchs.
Ouais, t'as 6 matchs en poule. Ouais, c'est ça, non, ouais. t'as plus, t'as 8 matchs en poule, je crois. Ouais, trop déjà, ouais. Ça, pour le coup, ils n'ont pas du tout la main là-dessus, quoi. Mais est-ce que alors du coup, à part vous donner les données, ce qui était déjà important, quelles sont leurs premières initiatives pour vous aider? Est-ce qu'en gros c'est juste des bonnes intentions ou est-ce qu'ils ont déjà pris des initiatives? Non. Par exemple, vous avez la LFP qui a un système de redistribution des droits TV qui s'appelle la licence club. Et dans cette licence club, ils ont mis des points qui sont liés au sujet RSE. Et dans ces sujets RSE, vous avez la réalisation d'un bilan carbone, l'installation alors, je ne sais plus si c'est... Bon, j'ai peur de dire des bêtises, donc je ne vais pas aborder ce sujet-là. Mais en tout cas, vous avez des points qui sont accordés à la réalisation d'un bilan carbone, par exemple. Et donc, si le club le fait, eh ben, au bout, il y a des financements. Donc ça c'est très concret, c'est incitatif, et ça pousse justement les clubs à entreprendre de réaliser un bilan carbone. Et là, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Ils vont passer à l'échelon au-dessus, où en fait, pour avoir ces points-là, il va falloir qu'ils aient absolument tous la même méthodologie et une feuille de route à plus long terme qui leur permettra après d'avoir une trajectoire de décarbonation. Donc non, franchement, moi je suis très confiant sur le fait que c'est des sujets qui sont pris au sérieux. Et actuellement, ça va vraiment dans le bon sens. Juste, tu confirmes qu'il y a bien des financements qui sont accordés pour la licence club? Parce que j'ai vu initialement que ça avait été modifié et que justement toutes les questions de décarbonation et d'impact environnemental avaient été intégrées dans la licence club, même si ça représente encore une part assez minime des conditions pour justement avoir cette licence club pour pouvoir jouer au niveau professionnel. Mais donc, tu confirmes qu'il y a bien des financements qui sont attribués en cas de bonne conduite sur ces questions-là? En tout cas, ça leur attribue des points et les points leur attribuent des financements. D'accord. Après, en effet, on pourrait dire que c'est pas assez. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire que c'est déjà un premier step, quoi. Okay. Il vaut mieux ça que rien, mais après, on peut les pousser pour que ça aille encore plus loin. Et justement, on a vu ça là en début d'année en première ligue. C'est le point que tu évoquais à la fin sur le fait de mettre en place une feuille de route commune. J'ai vu donc l'initiative qui a été portée sur la licence club, c'est des trucs qui sont très individuels. Les clubs de première ligue, eux, se sont mis d'accord pour avoir une feuille de route commune. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France sur les clubs ou pas du tout? Est-ce que ça travaille encore uniquement en silo et chacun de son côté? Alors, à ma connaissance, il y a peu de clubs qui ont fait ça. Alors, je crois que le Loup Rugby, par exemple, un club de top 14 l'a fait. Je crois qu'il me semble que c'est un des seuls clubs qui l'ait. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est un des seuls clubs qui l'ait fait, d'avoir vraiment une projection à long terme. Et nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que de toute façon, pour vraiment initier vraiment une trajectoire qui soit cohérente avec les objectifs climatiques, il y a 4 points qui vont être absolument clés. Ça va être planifier. Donc, planifier, c'est en gros construire une feuille de route sur le long terme, c'est ce qu'on vient de dire. 2, coordonner, faire en sorte que les acteurs interagissent entre eux pour justement construire cette feuille de planification. Par exemple, si vous avez juste les clubs qui s'intéressent au sujet, vous ne résolvez absolument pas la question de la consommation énergétique dans les stades, ni la question des immobilisations, parce que c'est les collectivités qui les possèdent. Donc, il faut que ces acteurs-là se réunissent. Ensuite, on dit qu'il va falloir sensibiliser pour faire monter en compétence tout le monde. Et en lien aussi avec ça, il va falloir former donc les professionnels, former les professionnels aussi qui sont, pas les professionnels du coup, mais les étudiants, les personnes qui sont dans les filières qui vous lancent après dans les personnes qui vont faire partie prenante de ce secteur-là. Ça peut être les sportifs, ça peut être les stadium managers, les personnes qui vont gérer la consommation énergétique dans les stades. Donc voilà, c'est vraiment les 4 points: sensibilisation, formation, planification et coordination qu'on a identifiés pour que ça arrive. Il faut donc intégrer tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je vais en profiter pour intégrer le chat et répondre à Alexandre Ben. Non, décarboné n'est pas un joueur argentin, selon Vincent Labrune. Mais merci en tout cas de ta question. On va repartir du coup sur notre analyse des postes un petit peu. On a parlé du transport des spectateurs. Maintenant, j'aimerais parler du transport de l'équipe encadrante et des sportifs. Alors, c'est un poste qui représente bien moins, clairement. C'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. Comment on peut concrètement le faire évoluer? Surtout que, en fait, ma question va être plus longue. C'est qu'il y a quelque chose que vous dites dans le rapport, c'est qu'une étude du MIT dit qu'entre 1950 et 2000, 40% des personnalités influentes sont des sportifs.
Quand on voit l'épisode du char à voile l'an dernier avec nos amis du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier et Kylian Mbappé, forcément, ils peuvent changer 2-3 trucs quand même. Alors, ouais, exactement. En fait, il y a deux choses quand on regarde ça, la partie déplacement des sportifs, c'est l'empreinte et c'est la partie influence. Sur la partie empreinte, en effet, c'est peu parce qu'ils ne sont pas beaucoup à se déplacer. En fait, c'est une cinquantaine de personnes pour des rencontres. Et même si par personne, ça va être beaucoup, voire énorme, parce qu'ils vont avoir des modes de transport beaucoup plus carbonés, ça peut être des avions affrétés. Enfin, ça, c'est le terme technique pour dire jet privé, quoi, en gros. Ça peut être des avions de ligne, etc. Enfin, voilà, il y a quand même un usage de l'avion qui est plus important pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Le fait, par exemple, que les compétitions s'enchaînent, etc., des fois, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'eux, ils sont dans une compétition où il faut qu'ils soient performants. Donc, pour maximiser la récupération, il faut prendre des modes de transport où ils rendent le plus vite possible chez eux. Non, complètement, mais on parle vraiment d'optimiser, finalement. Voilà, il y a des vraies contraintes. Hein, ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre. Même s'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et donc, sur cette partie-là, donc ça, c'est l'empreinte. Et sur la partie influence, en fait, ce qu'on dit, c'est que ces acteurs-là, ils ne peuvent pas se cacher juste derrière le fait qu'ils sont peu par rapport aux spectateurs, donc 70% vs 5-6%, parce qu'en fait, ils sont des rôles modèles. Comme tu l'as dit, le chiffre du MIT, 40% des personnages influents sur ces 50 dernières années, c'était des sportifs de haut niveau. Ils ont un véritable rôle en tant que meneur de jeu, en tant qu'influence, que ce soit au niveau des spectateurs ou même au niveau de la société au sens large. Et donc, ils ne peuvent pas se décorréler du reste en disant « nous, ce n'est pas un sujet parce qu'on n'est pas beaucoup ». Quoi. Là-dessus, c'est sûr et certain. Et de toute façon, même pour une question de justice sociale, là-dessus, les spectateurs, ils n'arriveront jamais à accepter qu'on leur dise « non, vous n'avez pas le choix de venir en train » si de l'autre côté, vous avez des personnes qui se déplacent en jet pour faire 300 km. Quoi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans leur choix de mode de transport, il y a clairement des pistes à étudier. Nous, le principal levier qu'on a identifié, c'est le report modal là-dessus. Actuellement, la part du transport en avion, on l'a évalué à environ 60%. Donc là, c'est avec des données de club principalement. Donc 60% des trajets effectués sont faits en avion. Après, vous avez un gros tiers. Enfin, un gros tiers, c'est du car et le reste, c'est du train. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir réduire très franchement la part de l'avion. Surtout que pour beaucoup de déplacements, on est plutôt sur un kilométrage qui est assez faible pour les rencontres nationales. Donc, ça va être pas trop difficile. En tout cas, il y a des freins qui sont la sécurité, etc. Mais pour le reste, ça devrait aller. Et donc, on réduit la part de l'avion de 60 à 5% d'ici 2050. Et on fait augmenter la part du train et du car. Donc, alors je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en gros, ça fait 45% pour le train et 50% pour le car et 5% pour l'avion. Donc, on multiplie vraiment la part. Ouais, mais eux répondront que ça prend beaucoup plus de temps et quand tu parlais tout à l'heure des aspects de récupération, la performance de haut niveau, elle est aussi liée à ça. Donc, comment on les convainc, comment on agit? Alors, déjà, il y a quand même une volonté de bien faire de ces acteurs-là. Ils sont bien conscients que, de toute façon, le sujet il va continuer à monter et qu'ils vont continuer à se faire taper sur les doigts si jamais ils ne bougent pas. Et donc, déjà, il y a ça. Ensuite, actuellement, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que les principaux freins, c'est principalement les enjeux sécuritaires, les enjeux, comme tu l'as dit, de programmation, de récupération. Donc, ça veut dire réduire le nombre de rencontres. Donc, c'est en lien avec notre scénario qu'on propose. J'aimerais pas donner une autre excuse à Kylian Mbappé. Et il y a un autre point, c'est en fait le fait que les médias diffuseurs communiquent très tard les créneaux horaires des rencontres. Et donc, pour les équipes, quand elles veulent réserver un wagon de train, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que voilà, la SNCF elle a aussi ses contraintes. Et donc, avoir le créneau 3 semaines avant, c'est trop tard, quoi. Donc, c'est compliqué. Et après, faire 500 km en car, parfois, voilà, c'est pas très bien accepté par les joueurs ou par le staff. Donc, il y a un travail de sensibilisation, de compréhension, mais il y a aussi des freins qu'il va falloir levier. Et ça, c'est en lien justement avec les fameux 4 prérequis à l'activation des leviers. Et moi, je pense que si on est sérieux sur ces 4 prérequis, normalement, ça devrait aller, quoi. Ouais, donc, une fois de plus, faire participer d'autres acteurs pour faciliter
tout ça. On va passer au pôle alimentation et boissons qui, lui, pour le coup, est le deuxième pôle le plus important. Et pourtant, il représente finalement, quand on pense au transport, ne représente pas grand-chose. C'est seulement 8% des émissions. Alors, tout le monde imagine de quoi on parle là. Comment on fait évoluer concrètement dans les stades, parce que le spectateur consommera forcément dans un stade. Comment on peut impacter ça directement? Alors, du coup, dans l'alimentation, il y a deux choses. Il y a l'alimentation et les boissons. Dans la partie alimentation, en fait, ce qui est le plus impactant d'un point de vue carbone, ça va être la viande. Et dans la viande, ça va être la viande bovine. Donc, en fait, si jamais, pour réduire les émissions, il faut réduire cette part-là. Ça, c'est certain. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas obligé d'arriver à 100% végétarien. On peut garder un peu de viande. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on doit réduire franchement cette part-là. Et donc, le scénario qu'on propose ici à 2050, c'est d'avoir un choix alimentaire composé à environ 70% d'offres de plats végétariens et garder 30% pour des plats avec une part de viande, mais avec une dominante quand même végétale. Et donc, dans ce scénario-là, on arrive à décarboner à hauteur de 60% l'alimentation, dont la très grosse majorité est justement la végétalisation de l'offre. La partie en fait, alimentation locale ou boisson locale, c'est 7% du gain. Le reste, c'est que la part. Donc 53% du coup, c'est que la végétalisation. Et là-dessus, en fait, c'est parce que le local, c'est pas la solution miracle pour décarboner, c'est vraiment l'alimentation animale qui est franchement impactant. Pour que les gens qui nous écoutent aient un ordre d'idée, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre relatifs à la viande bovine, c'est quoi par rapport au poulet? C'est quoi par rapport aux végétariens, justement? Alors, là, les ordres de grandeur que j'ai en tête, c'est qu'en gros, pour 1 kg de viande rouge consommée, c'est environ 30 kg de CO2 émis. À titre de comparaison, le poulet, le porc, c'est plutôt autour de. Alors, je crois que c'est entre 5 et 8 kilos. Plutôt 6 fois moins. Ouais, exactement. Plutôt autour de 5. Et tout ce qui est végétarien, on est plutôt entre. Alors, ça dépend vraiment de l'aliment, mais entre 1 et 5, quoi. Okay. Donc, c'est vraiment l'alimentation. C'est vraiment la viande bovine qui est très impactante et de loin. Le poulet et le porc, ça l'est moins. Ça le reste, mais ça l'est beaucoup moins. Et donc c'est pour ça que le gain, il est vraiment à faire là-dessus, quoi. Et comme tu disais, c'est pas le fait de faire, par exemple, d'aller chercher de la viande bovine en local qui changera tout. En fait, le transport, quand tu regardes l'empreinte de l'alimentation bovine, le transport, c'est entre 1 et 3% de l'empreinte. Tout le reste, c'est le fait que ces bovins, ils émettent du méthane. Et c'est un puissant gaz à effet de serre, 15 fois plus que le CO2. C'est le fait que vous avez besoin de protoxyde d'azote pour la mise en culture de l'alimentation pour les animaux émet du protoxyde d'azote, qui a aussi un très puissant gaz à effet de serre. C'est le fait qu'il faut énormément de ressources pour les nourrir, pour les faire grandir, etc. Et donc tout ça, ça émet in fine beaucoup de CO2. Ok, on va passer à un autre pôle qui m'a surpris par le fait qu'il était si bas, c'est le poste. Ah, attends, on a peut-être une question. Ouais, c'était une dernière question justement sur l'alimentation. Est-ce qu'on va essayer de responsabiliser aussi les joueurs là-dessus? Alors, je veux bien qu'on dise, le public en majorité est à un ordre d'idée, c'est 10, 15, 20 fois plus que les joueurs dans le circuit, évidemment. Mais est-ce que si on se dit que les joueurs ils se montrent à manger que entre guillemets végétarien dans leur alimentation, est-ce que ça inciterait pas justement le public à en suivre un petit peu aussi? Évidemment, les joueurs, je pense qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus suivis. La diététique, c'est beaucoup plus important avec du poulet, du poisson, etc. Mais il doit forcément encore avoir de la viande rouge ou alors des remplacements qui sont peut-être suggérés dans certains clubs, mais plus que d'autres. Est-ce que dans le rapport, il y a une idée de responsabiliser les joueurs aussi? Carrément. On a fait un encadré là-dessus, justement sur la responsabilité des sportifs de haut niveau sur cette partie-là. Et en fait, ouais, totalement. Encore une fois, c'est la question du rôle modèle, d'influenceurs. Il y en a en plus, les Lewis Hamilton et compagnie, ils sont véganes depuis des années. Exactement, ouais. Vous avez dans le rugby, il y a j'ai oublié le demi de mêlée du Clermont, de l'ASM. Je ne vais pas t'aider sur le rugby. Anthony Belot, je crois que c'est ça son nom, qui est végétarien et qui avait fait une vidéo avec Brut et l'ADEME il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, sur YouTube, qui est disponible, où justement il parle du fait que depuis qu'il était devenu végétarien, il avait senti ses performances sportives s'améliorer parce que justement il avait réussi à trouver un équilibre
alimentaire, énergétique, plus complémentaire avec sa pratique. Et vous avez plein d'autres sportifs de haut niveau. Ouais, Umtiti, pareil, qui avait changé. Umtiti, Samuel Oui. Umtiti, qui avait changé aussi d'alimentation Oui, mais pour toi qui devenir sont suivis, végétarien. ça va. Parce qu'en fait, il faut les remplacements. Djokovic est Bellerin, vegan, ouais. par exemple. Tu dis qui, Flo? Bellerin ou Chris Paul qui sont complètement véganes, je crois, qui mangent plus du tout de viande. Donc voilà, il y a pléthore d'exemples et effectivement, on a compris que ça devait être des modèles. Moi qui pensais qu'ils devaient parler que de foot, m'en voilà surpris. On va passer du coup au pôle dont j'allais te parler, c'est l'énergie. C'est un poste qui représente que 2%. Voilà, j'étais assez étonné de le voir aussi faible. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Alors, il y a deux grandes raisons. La première, donc, quand on dit énergie, en fait, ça va être la consommation énergétique dans le stade. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est partout. Hein. Elle est dans les transports, elle est dans l'alimentation, elle est vraiment partout. Là, on parle vraiment de la consommation énergétique dans le stade. Là, en effet, c'est assez faible pour la simple et bonne raison que le transport, en fait, il écrase tout. Le transport prend tellement une place importante qu'il écrase tout le reste. Et c'est pour ça que l'alimentation, c'est 8%. C'est pour ça que les immobilisations, c'est 5%. C'est vraiment le transport prend une place très forte parce que tu as beaucoup de gens qui se déplacent. Et sur l'énergie, l'autre raison qui fait que c'est relativement faible, c'est que, en gros, les 2 tiers de l'énergie consommée, c'est de l'électricité. Et en France, on a la chance d'avoir une électricité qui est fortement décarbonée avec notre mix composé pour beaucoup de nucléaire. Et donc, le nucléaire est très peu émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ça fait que, comme on consomme beaucoup d'électricité, donc pour l'éclairage, pour la luminothérapie, enfin, pour tout un tas d'usages, pour le chauffage, pourquoi pas, et ben, ça fait que le mix est il reste quand même fortement carboné, mais il est moins que sur d'autres bâtiments du tertiaire. Par contre, ce qu'on montre aussi, c'est que vous avez quelques usages qui sont où le vecteur énergétique est fossile, donc par exemple les groupes électrogènes, et eux, même s'ils représentent que 2% de la consommation d'énergie, eh ben, c'est près de 7% de l'empreinte. Donc en fait, vous avez des postes où il y a très peu de consommation, mais qui émettent beaucoup en relatif. Et donc, en fait, en supprimant justement ces consommations qui sont pour la plupart, en fait, vous pouvez changer le mix sans avoir une transformation complète de l'activité. Par exemple, si vous raccordez au réseau votre stade, que vous arrêtez d'utiliser un groupe électrogène, vous continuez à avoir un éclairage, vous continuez à avoir des gens qui sont chauffés. Enfin, ça ne change pas l'activité, en fait. Par contre, vous avez supprimé une grande part des émissions. On va passer sur un dernier pôle que je voulais évoquer avec toi, c'est les immobilisations. Déjà, je pense qu'il faut définir. On entend quoi par immobilisation exactement? Alors, les immobilisations, en fait, ça va être toutes les structures qui sont... En fait, quand on dit immobilisation, c'est des achats qui ont au moins, alors si je ne dis pas de bêtises, 2 ans d'espérance de vie. Je crois que c'est ça. Tu vois, mon passé de comptable m'a fait tout oublier, mais oui, il y a les différences entre les charges et les immobilisations. Exactement. Donc, en fait, c'est pour différencier du quand tu achètes un t-shirt et quand tu achètes une voiture. Dans un cas, c'est une immobilisation, dans l'autre, c'est un achat de la vie, un achat d'hiver. Et pour les gens concrètement, ça représente quoi une immobilisation? Voilà, donc en gros, l'immobilisation, ça va être le stade, ça va être les véhicules qui sont dans le stade, ça va être les locaux, on va dire, attenants au stade. Voilà, en gros, ça va être ça. Et donc là, on est sur une empreinte qui est quand même alors, en relatif faible, mais au total quand même assez importante, donc 5% de l'empreinte, mais en termes d'émissions, ça fait quand même des milliers de tonnes de CO2. Et donc... Mais tu vois, le commun pourrait se dire que c'est typiquement le poste qui est amené à consommer le plus. Quand tu imagines le stade, tu te dis, en fait, ça vient de là. Et alors, en fait, 5%. Même si ça reste énorme. C'est... En fait, c'est un mastodonte, un stade. Alors, pas tous, bien sûr. Vous avez des stades beaucoup plus modestes. Moi, je viens de Baden. Mon stade, c'est 100 places, je pense, au grand max. Donc, Baden dans le Morbihan, pardon. Ouais, précise, parce que... Ouais. C'est justement un local tellement chauvin que j'en ai oublié de détailler d'où ça vient. Et donc, non, mais par exemple, vous allez au Stade de France, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment un mastodonte de béton et d'acier. Et donc là, en fait... les immobilisations, vous attribuez l'empreinte carbone sur un pas de temps donné et sur vous amortissez en fait cette immobilisation. Vous pouvez pas dire là on est vraiment sur de la compta là. Ouais, mais c'est de la compta carbone. Hein. Par exemple, si vous construisez un stade, vous pouvez pas dire on l'a construit à 100% pour ce match et donc ce match va prendre toute l'empreinte
de la construction. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on amortit sur la durée de vie du stade. Nous, on fait l'hypothèse qu'en gros, un stade, avant qu'il soit complètement revu et qu'il y ait des grosses rénovations, il faut à peu près 40 ans. Et donc, on amortit sur 40 ans l'empreinte. Et ensuite, on amortit sur le nombre de rencontres. Donc, ça fait que sur une rencontre, c'est relativement faible. Par contre, sur un an, voilà, on arrive sur un nombre de grandeur qui est autour de 5-6%, quoi. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en réalité dans le fait que ça représente 5%. C'est que là, ce qui a été pris, c'est finalement les émissions sur, je crois que vous dites J-1 jusqu'à J+1 d'une manifestation sportive. Ça, c'est pour l'énergie, ouais. Mais pour l'immobilisation, c'est en gros, on ramène une quote-part des événements dans le stade. Donc, en gros, on a eu des données sur le nombre de concerts en moyenne, le nombre de séminaires en moyenne. On fait nos calculs avec la fréquentation de chacune de ces manifestations. Et ensuite, on attribue la part carbone qu'on estime comme juste, quoi. La grosse évolution du coup du deuxième rapport qui est sorti en juillet 2024, c'est l'intégration des données du monde amateur. Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur le monde amateur? Est-ce que c'est comparable finalement à ce qu'on voit sur le monde professionnel? Ouais, du coup, pour ce rapport qu'on a publié il y a une semaine, il y a 3 grands trucs qu'on a rajoutés. C'est quantifier toutes les émissions au niveau national, sur le territoire national. 2, proposer des trajectoires de décarbonation. Donc, c'est les fameux scénarios, etc., qu'on a parlé, donc avec toutes les solutions qui sont détaillées par poste. Et 3, c'est agrandir notre périmètre à toutes les activités des clubs amateurs. Donc, ça va être vraiment le club local de Baden de football. T'y tiens, hein. Ouais, j'y tiens, bien sûr. Ça va être, que ce soit des clubs au niveau district comme au niveau national. Hein. C'est l'amateur. En fait, quand on dit amateur, c'est vraiment tout ce qui n'est pas inclus dans des ligues professionnelles. Donc, pas de Ligue 1. Que les gens réalisent, on parle de combien de clubs, de combien de personnes à peu près? Alors, en gros, on est sur 2,5 millions de licenciés foot et rugby en France. Donc c'est considérable, hein, c'est vraiment impressionnant. Surtout que si vous rajoutez à ça les bénévoles, vous rajoutez à ça la famille qui accompagne pour les matchs, pour les déplacements, vous rajoutez à ça les spectateurs, vous rajoutez à ça les professionnels, vous arrivez en gros à un chiffre entre 5 et 10 millions de personnes. Donc 1/6 de la population, c'est quand même un chiffre qui est conséquent. Et donc forcément, dans les émissions, ça s'y retrouve. Donc nous, on a quantifié ces émissions-là. On a eu un gros problème d'accès aux données, mais on pense qu'on est sur des chiffres qui sont des ordres de grandeur satisfaisants, même s'il faut qu'on les précise pour le rapport final. Quand tu dis gros problème d'accès aux données, c'est que vous n'avez pas bossé pareil ou vous avez moins de personnes qui vous ont confié des… En fait, pour travailler sur le secteur amateur, il faut des données, et ces données-là, il faut qu'il y ait des personnes qui les récoltent. Et ça, les clubs amateurs, ils sont gérés par des bénévoles qui ont pour beaucoup autre chose à faire et peu de temps disponible, et donc le font pas ou très peu. Mais c'est pas du tout une critique, hein. Non, c'est factuel. Voilà. Et après, vous avez les ligues régionales et les fédérations qui, de temps en temps, récoltent des données sur certains points. Mais quand même, il a fallu qu'on prenne des hypothèses parce que sur les données physiques qui nous intéressaient vraiment, on avait très peu de données. Donc, bien sûr, on a interagi avec les fédés, avec certains clubs et tout pour leur dire est-ce que ça vous paraît complètement aberrant? Mais on a quand même dû prendre des hypothèses, des fois, avec ce qu'on avait sous la main, quoi. Donc, des fois, c'était juste des entretiens. On demandait à 5 acteurs différents je ne sais pas, en moyenne, vous avez combien de personnes qui se rendent au stade le dimanche en nombre de bénévoles? Ils nous donnaient un ordre de grandeur, on faisait une moyenne et on disait, pour un club moyen, c'est à peu près ça le chiffre, quoi. On n'a pas fait ça pour tout, hein. Vraiment, quand on peut éviter de faire ça, on le fait. Mais par moment, on n'avait pas le choix. Moi, j'ai une petite question, juste, je te coupe. Est-ce que vous avez fait une part du gâteau général, donc monde amateur et monde professionnel, et évalué une répartition à peu près entre le monde amateur et le monde professionnel? En gros, 80% de l'empreinte en football et en rugby, c'est issu du milieu amateur. Ah ouais, ok. Mais pas parce qu'ils sont plus responsables, parce qu'ils sont 2,5 millions de personnes. Ouais. Okay. C'est énormément. Et en fait, si tu fais une division par… En fait, c'est paradoxal parce que tu disais aussi que une grande partie des émissions venaient par exemple de déplacements en avion, etc. Ce qui est quand même beaucoup moins le cas dans le monde amateur, où c'est quand même beaucoup plus des petits trajets, alors en voiture, qui n'est pas non plus le mode de transport le plus décarboné qui soit, mais il n'y a pas non plus cet impact sur les transports à l'international, même intra. C'est la masse, en fait. C'est juste la masse qui l'emporte sur le reste. Et en fait, si vous ramenez à une personne dans la partie pro, vous allez avoir des émissions par personne qui sont beaucoup plus importantes. Donc, encore une fois, ça pose des questions d'équité, de répartition de l'effort, etc. Par contre, dans le milieu amateur,
vous avez 2,5 millions de personnes pour acheter ça. Encore une fois, les bénévoles, les spectateurs et tout ça, et forcément, ça fait beaucoup. Et juste peut-être un point, ce qu'on dit, c'est que nous, notre but, c'est pas du tout de dire, étant donné que c'est beaucoup, il faut arrêter de pratiquer le sport. Vraiment, c'est pas du tout le message. C'est de dire, attention, on a un vrai sujet de dépendance aux énergies fossiles sur ce secteur-là. Et s'il ne se transforme pas, on va avoir de sérieux problèmes sur sa capacité à continuer à garder des activités. Donc, il faut qu'il se transforme, déjà parce que voilà, vulnérabilité forte. Et second sujet, c'est qu'en fait, de toute façon, la pratique va être fortement impactée par les conséquences du dérèglement climatique. Donc, à titre totalement égoïste, déjà, il faut que le secteur s'empare de cette question-là. Justement, c'est une bonne passe décisive pour ma question d'après. C'est comment, du coup, on réussit à permettre au monde amateur de participer à l'effort. Je crois que le chiffre que tu disais juste avant, c'est 80% au final des émissions globales qui viennent du monde amateur par rapport au monde pro. C'est quoi les leviers activés dans le monde amateur? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et ben voilà. Donc en fait là, comme je l'ai dit, c'est un rapport intermédiaire. C'est-à-dire que voilà, au Shift, on aime bien faire ça parce que ça nous permet à chaque fois d'embarquer des nouvelles institutions, de nouvelles personnes. Ça permet aussi de voir si justement on est complètement à côté de la plaque sur pas mal de sujets. Là, typiquement pour la partie amateur, c'est de dire voilà, on a pris des grosses hypothèses par endroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, pour le rapport final qui est prévu pour février, on s'engage à améliorer un maximum nos modèles pour avoir un truc qui soit beaucoup plus cohérent. Et donc, sur les leviers, sur comment on fait pour décarboner, sur pas mal de postes, ça va rejoindre ce qu'on a fait pour le pro, sur les reports modal, sur la diminution des distances parcourues. Enfin, voilà, on va trouver des choses similaires parce que, en termes de flux physique, c'est globalement la même chose. Vous avez peut-être juste la retransmission en moins, si je résume un peu. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça, effectivement, de la retransmission. Ouais. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste que, encore une fois, la masse fait que ça fait beaucoup. Pardon, je complète encore une fois, j'ai juste une question. Ouais, sur dans le monde amateur, les différents pôles en particulier, je suppose que c'est là aussi en grande partie les transports. Mais quels sont les autres, peut-être un petit peu l'alimentation aussi, mais quels sont les autres pôles qui sont concernés sur le monde amateur? Alors, pour l'amateur, c'est un peu plus de 50% le transport. Okay. Donc, ça prend une part moins importante que pour le pro. Ça me paraît pas beaucoup même. De quoi? Ça me paraît même pas beaucoup. Alors, en termes d'émissions, c'est énorme. Mais par rapport aux autres pôles, je veux dire. Oui, bien sûr. L'ordre de grandeur, donc pro plus amateur, c'est 1,7 million de tonnes de CO2 équivalent chaque année, en sachant que ce chiffre est sans aucun doute sous-évalué parce qu'on a été conservateur sur pas mal de trucs. Par exemple, sur les matchs amateurs, on n'avait pas les données qui nous permettaient de faire un truc totalement cohérent. Et donc, on a fait une hypothèse très conservatrice de dire que toutes les rencontres amateurs, c'est un échelon départemental. Et donc, vous n'avez pas de rencontre régionale, vous n'avez pas de rencontre nationale. On ramène tout départemental. Donc ça, forcément, les émissions sont plus importantes. Ouais. Et plus de trucs qui fait qu'on a vraiment pris des hypothèses pour pas prendre trop de risques et se faire taper sur les doigts. Et donc, 1,7 million de tonnes, déjà, on arrive à 0,3% de l'empreinte nationale. Ça peut paraître faible, mais juste pour du foot et du rugby, moi, je trouve que c'est énorme. Même si c'est deux sports extrêmement populaires, en fait, c'est déjà beaucoup, quoi. Et ramener, si vous divisez l'empreinte par le nombre de licenciés, vous arrivez à environ 500 kilos par personne, ce qui est 5% de l'empreinte d'un Français moyen. Exactement. Donc, c'est clairement un sujet quand même. Et du coup, ça va être quoi T'as une question, Corval? Du coup, les autres pôles. Ah, pardon, excuse-moi, oui, je vais pas répondre à ta question. J'ai ma langue de bois, j'ai complètement dérivé. Oui, du coup, les autres pôles, c'est pour un quart les immobilisations, avec là-dedans un fort impact des surfaces de jeu. Donc, les surfaces de jeu, c'est en gros les pelouses. Et donc, pourquoi ça a un fort impact? Alors, en gros, ça va être pour la partie pelouse synthétique, la fabrication de tous les matériaux, ça va être l'entretien, ça va être le retraitement sous forme de déchets. Pour les pelouses naturelles, c'est principalement l'entretien qui est source d'émissions. Donc le fait d'utiliser des intrants chimiques, le fait de devoir passer avec une tondeuse plusieurs fois par semaine pour que le gazon soit nickel, la consommation d'eau, etc. Et donc, c'est les surfaces de jeu qui ont le plus fort impact carbone. Comment on fait pour décarboner ça? J'en sais rien, parce qu'on n'a pas encore étudié la question. C'est la suite. Je donne rendez-vous au juillet. Et après, le reste, c'est les bâtiments type vestiaire, le stade, etc. Ensuite, j'ai continué. Ensuite, c'est l'alimentation, pour une dizaine de pourcents environ.
Donc là, en lien avec ce que j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est globalement pareil. Et ensuite, vous avez la consommation énergétique et après le matériel sportif. Ok. Du coup, typiquement, tu commençais à en parler. On a une question encore, Ouais, Tom, je t'écoute. C'était sur les surfaces, alors c'est peut-être pas lié directement juste à l'amateur, mais moi j'ai joué 10 ans sur du synthétique. Pressé de te voir sur un terrain d'ailleurs. J'ai joué sur du synthétique. Est-ce que je sais qu'il est bon, c'est évidemment privilégié d'avoir pas joué sur du stabilisé, etc. parce que c'est plus commun dans certains départements qui ont moins de ressources. Mais on voit une différence d'impact parce qu'il est moins entretenu, peut-être un stabilisé, mais on sait que c'est du pneu recyclé aussi. Donc, est-ce qu'il est décarboné sur le long terme versus une pelouse qu'il faut couper régulièrement, ou est-ce qu'il y a toujours de l'avance monumentale? Alors, nous, du coup, là-dessus, en fait, on a regardé ce que faisait la littérature scientifique sur le sujet. C'est pas nous-mêmes qui avons fait les modèles, on a regardé ce que la science disait. Et sur le synthétique, il y a un consensus. Globalement, toutes les études qu'on a vues, elles s'accordaient à dire, l'ordre de grandeur était à peu près similaire, qui était en gros 2 fois moins important que les surfaces naturelles. Mais là où on met vraiment en garde, nous, dans notre rapport, c'est qu'en fait, on ne peut pas prendre en compte que la question carbone sur les sujets des pelouses, parce que vous avez des sujets sanitaires, par exemple, avec les surfaces synthétiques, où voilà, ça a été montré que les granulés en fait, c'est des restes de pneumatiques qui sont. Ça dépend de la qualité du synthétique aussi. Mais exactement. Oui, bien sûr, il y a différentes surfaces synthétiques. Mais actuellement, même si ça a été interdit d'ailleurs à l'échelon européen il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, ces surfaces-là, donc il y a l'enjeu sanitaire, il y a l'enjeu consommation d'eau, il y a l'enjeu pollution chimique, que ce soit par les granulés justement ou l'intrant chimique pour enlever les mauvaises herbes, etc. Donc, j'ai perdu le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets, donc on peut pas regarder que la problématique carbone, il faut vraiment prendre en compte le tout. Et donc nous, ce qu'on va faire pour le rapport final, c'est justement de prendre en compte d'autres sujets, parce que le shift fait très peu, hein, de manière générale. Nous, on a une spécialité, c'est le sujet du changement climatique. On va peu sur les autres sujets de consommation d'eau, même d'adaptation au changement climatique. On reste sur l'atténuation. Donc atténuation, c'est réduire les émissions. Adaptation, c'est comment on fait pour s'adapter. Et donc là, justement, on veut explorer quand même le sujet de la consommation d'eau et le sujet de la pollution chimique, parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire un avis objectif sur ce sujet-là, des pelouses, sans regarder les autres points. C'est bon, t'as pas. Ok. Je vais le remercier. T'as une question, Val, aussi? Non, non, j'aurais bien aimé éventuellement revenir un peu sur la question des transports dans le monde professionnel, parce que c'est quand même visiblement la très très grosse part du gâteau sur lesquels on peut agir plutôt facilement, j'ai l'impression. Enfin, ça engage quand même pas mal de choses, mais c'est un levier qui est quand même plausible. Comment est-ce que vous travaillez, vous, directement, du coup, avec les fédérations? Tu l'as déjà un peu évoqué, les ligues aussi, mais par exemple avec les collectivités territoriales, qui sont quand même des parties prenantes hyper importantes, notamment sur les questions de covoiturage, sur les politiques de covoiturage, sur les mobilités douces, sur l'accessibilité des enceintes sportives aussi. Est-ce que vous avez déjà enclenché des réunions avec ce type d'acteurs? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs aussi que vous pourriez engager, autres que les clubs et les collectivités? Je pense notamment aux joueurs. Est-ce qu'il y a des activités de sensibilisation aussi sur ces questions-là? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que vous pouvez solliciter? Alors, du coup, quand nous, on a fait notre phase de modélisation sur la partie comment on fait pour décarboner, donc les leviers, eh bien, en fait, on ne pouvait pas le faire juste en restant devant des tableaux Excel et en modélisant des trucs. Il fallait qu'on ait cette interaction avec les acteurs. Et donc, on a construit ce qu'on a appelé des fiches leviers. Ces fiches leviers, en fait, c'est vous décomposez la problématique par levier de décarbonation et ensuite vous détaillez des mesures et vous allez voir les acteurs et vous leur dites bon, bah voilà, nous, on pense que physiquement, c'est possible de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, eux, ils nous font des retours. Ils disent bon, bah ça, en vrai, franchement, ça va être compliqué. Ça, c'est possible, ça va être dur, mais ça peut se faire. Ça, impossible. Vraiment, aucun monde, ça se fait. Et donc, nous, une fois qu'on a récolté ça, eh ben, on les prend en compte pour modéliser. Des fois, c'est physiquement possible, mais avec les spécificités du secteur, c'est très compliqué. Donc, on peut dire que voilà, on pose des objectifs-là, mais ça va être difficile de l'atteindre.
on n'est pas là pour prendre des décisions. Nous, on a les décisions politiques qui sont à l'échelle du club, des ligues. C'est à eux de les prendre, de dire bon bah nous on va aller à fond là-dessus. Là-dessus, c'est pas possible. Nous, on pose vraiment le sujet sur la table. On dit on peut faire tout ça. Ensuite, pour arriver à l'objectif, il faut mettre ça en cohérence. Mais vous pouvez faire tout ça et en fait, vous piochez dedans pour ensuite, construire vos scénarios de décarbonation. Donc il y a vraiment eu un vrai processus itératif, vraiment tout le long, toute la période, tout le printemps. J'ai eu près de 40 entretiens avec des acteurs différents, que ce soit les collectivités, des sportifs de haut niveau, des ligues, des clubs. Et j'en oublie sûrement aussi des cabinets de conseil qui avaient travaillé justement avec des clubs et qui avaient d'autres données. Enfin, vraiment, il y a eu pléthore d'acteurs. Et en tout, je crois qu'on est à près de 60 entités différentes consultées sur le projet. Donc c'est quand même conséquent. Ça fait beaucoup de personnes parce que c'est 60 acteurs différents, mais après ces personnes-là, on les a vues 2, 3, 4, 5 fois. Donc voilà. Surtout que je veux rajouter que vous avez un Google Doc participatif. Donc en fait, les gens peuvent venir donner leur avis, poser des questions, etc. pour justement alimenter un peu tout ça. Exactement, ça c'est la spécificité du Shift, c'est qu'en fait, on met tout en open source, mais vraiment tout. C'est tous nos modèles. Les tableaux Excel, les chiffres, alors, etc. Ça, c'est pour les je me gros... suis baladé un petit peu, il y a de la quantité, effectivement. Ça, c'est pour les gros geekos, les tableaux Excel. Mais en effet, on a un Google Doc qui est en open source sur le site du Shift, sur la partie, sur la publication du rapport. Et donc, tout un chacun est libre d'aller commenter, amender, proposer des choses directement sur le rapport. Et nous, pour le rapport final, on prend en compte ces retours-là et ça nous permet d'améliorer tout ça. Un travail en équipe. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être à poser à Alan? Non, en même temps, il y a eu pas mal de questions pendant toute la conférence. Combien vous êtes à bosser sur tout ça? T'as dit quoi, pardon? Combien vous êtes à bosser sur tout ça? Combien on est? Deux à bosser sur tous ces rapports. Alors, donc il y a tu voulais poser une question. La partie groupe de travail, qui est du coup des bénévoles pour le Shift, mais qui sont des professionnels dans le secteur. Donc voilà, ça va être des personnes qui ont été stadium managers, qui ont dirigé des clubs, ça va être des personnes qui travaillent dans la transition écologique dans le secteur, des anciens sportifs de haut niveau comme moi. Donc voilà, c'est tout un tas d'acteurs différents. Et ensuite, vous avez l'équipe du Shift. À plein temps, il y a une personne, c'est moi. Et ensuite, vous avez un coordinateur qui est là, est plutôt chargé du bon déroulé du projet sur le temps long, et une équipe communication qui travaille à temps partiel sur le projet. Donc, en équivalent temps plein, on est sur 2 personnes à peu près, en salariés, donc c'est pas beaucoup. Au Shift, en général, on est un peu plus nombreux pour les projets. Mais voilà, mais on s'appuie énormément sur la partie groupe de travail parce que c'est eux qui ont la vraie connaissance. Ils ont un peu plus de cheveux blancs que moi. et donc, ça nous permet ensuite de construire les modèles de manière cohérente. Justement, là, il y a eu 2 rapports qui ont été émis, un rapport intermédiaire, beaucoup d'échanges du coup vers le rapport final. C'est quoi la suite par rapport à tout ce travail-là et c'est quoi l'objectif aussi, finalement? Alors la suite, c'est d'abord des vacances. Non, mais... parce que là, on est un ça, peu on fatigué. est tous d'accord. Non, mais en fait, à partir de la rentrée, globalement, on va réinitier un cycle d'entretien avec les acteurs en leur disant bon bah voilà, qu'est-ce que vous avez, même si on a déjà eu beaucoup de retours, mais on va leur demander ce qu'ils ont pensé du rapport. Est-ce que les scénarios qu'on a produits, ils trouvent ça complètement incohérent? Pour le moment, de ce que je vois, non. C'est plutôt le scénario de dire il faut qu'on réduise le nombre de rencontres. C'est compris et c'est même. J'ai l'impression que c'est le scénario qui est plutôt encouragé. Donc ça, c'est quand même assez. J'ai été moi-même surpris. Je pensais que j'allais me prendre des baffes et au final, non. La fameuse variante but 2. Exactement, la fameuse variante but 2 pour bon usage de la technologie. Non, et du coup, là, donc une phase de consultation. Ensuite, à partir d'octobre, je pense, on va remodéliser de nouvelles choses. On va reconstruire des nouveaux scénarios. Donc là, on n'a fait que 2 scénarios, on va en faire plusieurs. Et surtout, on va construire les levées de décarbonation pour la partie amateur, qui là sera quand même un gros sujet, parce qu'en termes d'émissions, c'est là où il y a les fameux 80% de l'empreinte. Donc voilà, puis après, affiner, continuer à prendre en compte un maximum de retours. Et puis voilà. L'idée, c'est que le secteur ait un vrai rapport qui a pris suffisamment d'acteurs en compte pour justement influencer les décisions. Exactement, c'est avoir un livrable qui serve vraiment de base de compréhension pour les acteurs, qui puisse
se l'approprier pour ensuite le porter auprès, pourquoi pas, d'acteurs internationaux comme l'UEFA, la FIFA. Et puis nous, à titre totalement égoïste pour le Shift, c'était vraiment l'occasion de nous former sur le secteur sportif. Et donc après, on va aborder d'autres pans du sport. On ne sait pas encore dans quel ordre on va le faire. Hein. On peut généraliser à tous les événements sportifs. Donc, je sais pas, faire le Tour de France par exemple. Moi, je suis un grand fan des vélos, on en a parlé un peu avant. Mais ça peut être, je sais pas moi, toute la pratique amateur, donc pas que foot et rugby, donc les gens qui vont à la piscine, qui font de la course à pied. Enfin voilà, il y a plein de manières de faire, mais on ne sait pas encore dans quel ordre on va le faire. Écoute, merci Alan pour cet échange, c'était cool, on a appris pas mal de choses. J'invite tout le monde, ceux qui n'ont pas pu regarder le rapport, à aller regarder, c'est franchement super bien fait. Donc je vous invite tous à aller regarder un petit peu tout ce travail que Alan a fait tout seul. Non, j'ai clairement pas fait tout ça tout seul. On était vraiment une équipe. Voilà, même les personnes qui sont bénévoles, elles ont quand même énormément contribué. Hein, c'est beaucoup de travail pour elles. En plus de leur boulot perso. Et je tiens à dire que du coup, le rapport, il y a quand même 150 pages à scoltiner, mais il y a un petit résumé au début qui fait 2 pages et demie. Ouais, c'est ça que j'ai utilisé. Hein. Voilà. Alors, je crois que Val me fait des petits signaux pour me dire il faut arrêter parce qu'il met un avant-match, des pubs, etc. Donc je dis au revoir à toutes les personnes sur Twitch. Je lirai pas tes derniers commentaires, Alexandre Ben, mais c'était des super blagues. En tout cas, merci à tous. On sera de retour dimanche avec probablement une nouvelle conférence, j'imagine, Val. Ce soir, peut-être en après-match également. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup.